Je peux faire une sorte de micro masterclass en 1 minute. Comme ça, on vire tout ce qu'il y a avant et on regarde que ça. Je suis un être humain déjà, je crois. Jusqu'à preuve du contraire. Je fais du contenu, j'entreprends. C'est une boîte qui s'appelle Scalezia. En dehors des heures de travail, qui sont toujours très chaotiques de mon côté, je suis papa, je suis conjoint, je suis go muscu, je suis musicien, j'écris, je fais ma life quoi. Voilà, et puis ça se passe bien. Alors chez nous, chez Scalezia, on parle de médias. On se définit vraiment comme un média à part entière, qui est la résultante à la base d'une stratégie de contenu. Pendant un moment, on faisait juste du contenu. On disait qu'on faisait du contenu. On avait une équipe content et qui petit à petit a évolué vers une stratégie média. Donc on définira ensemble, on dira les termes pour définir la différence concrète entre les deux, tu vois. Mais en fait, ça résout plusieurs enjeux de mon côté. Déjà, des enjeux business, forcément. Tu vois, dans le grand ensemble de ce qu'est le marketing, comment je le définis, moi, le marketing, déjà pour prendre un peu de hauteur, c'est la rencontre entre 4 grands piliers. Ton positionnement, pour qui tu bosses et contre qui tu te bats. Voilà. Ton branding, donc la marque que tu incarnes et quelles sont ses composantes. Ta distribution, comment est-ce que maintenant ton positionnement, ton branding, tu le projettes à un maximum de monde avec pour objectif la visibilité et la génération d'opportunités, tu vois. Tout ça servi par le 4e pilier qui est à quel point tu es au fait de ce qui se passe dans ton marché, des gens qui la constituent, de la façon dont ils réfléchissent, de leurs attentes, de leurs réticences et tout. Donc là, on parle d'études de marché dans une terminologie très pompeuse, tu vois, mais sinon, en gros, c'est à quel point tu t'es proche des enjeux de ton marché, à quel point t'es à l'écoute, à quel point tu discutes avec lui, à quel point tu l'étudies, à quel point t'es empathique, quoi. En fait, très vite, j'ai pris conscience que le marketing, c'était pas simplement en gros générer du lead, mais c'était justement réussir à concilier ces quatre grands piliers. Et très vite, je me suis rendu compte que, voilà, oui, il faut créer une marque forte, parce que c'est ce qui compound le plus à long terme. Donc c'est ce qui te permet d'aller chercher des grosses exponentielles. Que le positionnement il est essentiel, mais que le positionnement ça prend vraiment du temps. Parce que déjà toi tu prends vraiment du temps à comprendre comment tu te positionnes, comment ce que tu fais. Tu vois, on met des années à comprendre en tant qu'entrepreneur ce que fait sa boîte. Vraiment, faut pas se leurrer. Donc tout ça, ça prend vraiment du temps. Et en plus de ça, les gens, il faut leur répéter un certain nombre de fois pour qu'ils finissent par comprendre ce qui te différencie d'un tel, ce qui fait que t'es unique. Parce que l'objectif, c'est pas de faire mieux que les autres, c'est d'être le numéro 1 de son propre jeu. Et après, t'as un enjeu à court terme qui est de générer la visibilité et surtout des opportunités parce qu'il te faut des ventes. Parce que ces ventes-là te permettent d'avoir de l'argent, de la trésorerie, du cash flow pour pouvoir investir dans ta croissance future. Tout simplement. Et en fait, quand tu prends ce constat-là, et que tu comprends un petit peu tous les enjeux, très vite, en tout cas moi j'ai réalisé que le contenu, c'était ce qui me permettait de concilier tout ça. Et de concilier mes enjeux à court terme, mes enjeux à moyen terme, mes enjeux à long terme. Et donc j'ai trouvé que c'était un petit peu ce que j'avais de plus pertinent à faire au vu de mes compétences à l'instant T. Donc je parle il y a quelques années, pour avoir un marketing qui ressemble à quelque chose. Il y a eu pas mal de phases dans mon contenu au fil des années. Forcément, déjà parce que structurellement la boîte elle a évolué, on a grossi. Quand on s'est lancé, j'étais tout seul à faire du contenu. Aujourd'hui, on a une team média de plusieurs personnes. On est bientôt 5. On est 4 aujourd'hui, on est bientôt 5. Donc il y a eu pas mal d'évolutions. Déjà aussi parce que j'ai progressé, forcément. Parce que si on parle de LinkedIn, j'ai publié quelque chose comme 1500 posts. Le podcast, on en est peut-être au 100e épisode, un truc comme ça. Newsletter, on n'est pas loin des 200 envoyés. Donc forcément au bout d'un moment t'as une répétition, un certain nombre de répétitions qui font que tu vas comprendre ce qui marche, comprendre ce qui marche pas. Ouais, ça a beaucoup évolué aussi tendanciellement parce que tu vois, on parle très souvent des opportunités, tu sais, on a ce truc très franco-français en plus du rechercher le hack, rechercher l'opportunité. Les gens, ils confondent, ont vraiment cette méconception, cette confusion entre business et entrepreneuriat. En fait, ça se retrouve un petit peu partout, dans le pro, dans le business, dans l'entrepreneuriat, justement, parce que t'as des gens qui vont rechercher, justement, le dernier coup, la dernière opportunité, le dernier truc, qui va leur permettre d'avoir un coup d'avance, et ils vont réfléchir en business. Alors que l'entrepreneuriat, c'est bâtir des systèmes. Et en fait, être bon en contenu, c'est justement réussir à concilier les deux. C'est-à-dire que si tu veux avoir une stratégie long terme qui porte ses fruits,
et ben t'es obligé de mettre en place un certain nombre de systèmes, déjà dans ton idéation, comment est-ce que tu chopes des idées, et toujours plus d'idées, toujours plus qualitatives, et comment est-ce que tu fais pour produire ces idées. Et là, ça repose sur un système que tu vas exécuter, qui va te prendre, et qui va te permettre de prendre un minimum de temps, de moins en moins de temps, pour générer de plus en plus de résultats. Mais le truc, c'est que le contenu, eh ben, si tu veux créer justement des gros appels d'air, si tu veux te lancer, eh ben, t'es obligé de faire avec ton contexte. Et le contexte, c'est quoi? Bah, c'est, tu vois, la sacro-sainte nouvelle plateforme, par exemple, qui va se lancer. C'est venir avant tout le monde, voilà. Moi, je suis pas très fan de ça, perso, on en parlera peut-être après, mais par contre, t'as des tendances. Tu vois, t'as des sujets qui vont être porteurs à un instant T. Et en fait, moi, je vois un peu, si de faire une métaphore, je vois un petit peu le contenu comme une plage, comme un spot de surf, tu vois. Les créateurs sont des surfeurs qui attendent les bonnes vagues. Et les bonnes vagues, c'est quoi? Les vagues, c'est quoi? C'est des tendances. C'est tu vas avoir des petites vagues à très court terme qui vont être des actualités. Potentiellement porteuses, potentiellement véloces, mais par contre qui vont durer très peu longtemps. Tu vas pouvoir peut-être surfer, mais pas très longtemps. Et en fait, là, tu vas plutôt jouer ce jeu-là de surfer régulièrement sur des actualités. Et après, t'as des vagues un petit peu plus grosses, qui durent un peu plus longtemps, et là, qui vont te permettre qu'on va appeler un pilier de contenu, et qui vont te permettre de surfer un petit peu plus longtemps, un petit peu plus loin, de monter un petit peu plus haut. Donc là, ça va être typiquement en ce moment, on a l'IA, on a ChatGPT. C'est des vagues qui, en gros, des tendances qui en gros durent quelques mois à quelques années. Avant, c'était le growth, t'as eu le copywriting, etc. Et après, t'as les grosses vagues de fond. Donc là, c'est les gros raz-de-marée qui vont là plus avoir attrait toi à tes orientations en tant que créateur. Par exemple, je prends quelque chose très politico-politique, tu vois, enfin un créateur qui va parler selon une idéologie de gauche ou de droite. Voilà. Donc là, c'est quel raz-de-marée tu choisis de surfer. Sachant que les trois types de vagues, ils peuvent se concilier. Tu peux surfer différents types de vagues. Au sein d'une grosse vague, tu peux surfer une vague moyenne, et ainsi de suite. Et en fait, moi, très vite, je me suis rendu compte de ça, et je me suis dit, ok, sur quelle vague, moi, j'ai envie de surfer. Et ça fait que à peu près tous les ans, eh ben, je vais me positionner sur une vague, deux vagues, à moyen terme, dont j'ai envie de parler, qui foncièrement m'intéressent, et qui me permettent justement d'aller dans le sens du courant aussi, quoi. Pas par opportunisme, parce que foncièrement c'est un sujet qui m'intéresse. S'il m'intéresse pas, je l'aborde même pas, quoi. Et si on regarde, tous les ans, j'ai un nouvel arc comme ça dans ma création de contenu qui me permet à chaque fois d'avoir un gros appel d'air. Et ça, ce que je recommande à tout le monde, c'est justement soyez aux aguets de ce qui se passe. Regardez un petit peu quelles sont justement ces vagues-là et choisissez la vague que vous avez envie de surfer et allez-y à fond. Une fois que vous êtes dessus, par contre, faites en sorte de rester debout le plus longtemps possible sur votre planche. Et ça marche, de mon côté, ça marche super bien. Et après, par contre, tu vois, j'ai fait le choix de pas surfer sur des vagues, des petites vagues. Je parle très peu d'actualité de mon côté. Peut-être par déformation professionnelle, puisque j'ai fait du journalisme par le passé, donc du journalisme d'actualité, et donc en gros, ça m'a complètement sevré l'actu, tu vois. Mais après, tu peux aussi la jouer comme ça, quoi. Mais là, tu vas avoir une récurrence beaucoup plus forte. Et donc là, tu vois, en ce moment, je parle beaucoup d'IA, de ChatGPT, et je le vois vraiment dans mon contenu, je le vois vraiment dans mes perfs, que c'est des sujets vachement plus porteurs que d'autres, quoi. Et après, j'ai des sujets un petit peu plus de fond, qui durent un peu plus longtemps, voilà, enfin, qui sont un petit peu mes chevaux de bataille à long terme. Je vais parler du future of work, je vais parler de culture, de travail, de culture, de rapport au travail, et tout. Et ça, c'est des sujets que je compte pas lâcher, quoi. C'est un sport, tu vois. c'est un truc que, tu vois, Fabien Olicard, le youtubeur, t'avais Pierre Cross qui avait fait la même chose à l'époque, tu vois, mais en fait, quand ils se sont lancés sur YouTube, ils y connaissaient rien. Et donc, en fait, ils se sont dit exactement ce qu'il faut se dire, selon moi. Ils se sont lancés comme défi de publier une vidéo par jour pendant un an. Donc, Fabien Olicard, c'était ça, et Pierre Cross, c'était un peu différent. Je crois que c'était une vidéo d'or, c'était un défi un mois, et puis après, c'était une vidéo par jour, du lundi au vendredi. Mais en gros, ils se sont mis comme un objectif d'input. On parlait tout à l'heure d'input, output, outcome. Ils sont pas partis avec le résultat, le fruit de leurs actions en tête, ou le résultat final en tête, c'est-à-dire choper 100 000 abonnés ou quoi. Non, ils sont partis avec un objectif d'input, c'est-à-dire d'action à produire. Une vidéo par jour pendant un an. Parmi ces vidéos, il y aura des vidéos cool,
qui vont marcher, d'autres vidéos qui vont pas marcher. Mais le truc, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en un an, eh ben, non seulement il a aménagé son quotidien autour d'un habitus de création, il a, par neuroplasticité aussi, éduqué son cerveau à être beaucoup plus prolifique en termes de création, d'idéation. Et il l'a dit lui-même, hein, c'est-à-dire qu'entre le début et la fin de son défi, de son challenge, il avait un nombre d'idées qui était logarithmique, quoi. Il avait 10 fois plus d'idées, quoi, littéralement. Et pourquoi est-ce que c'est de la neuroplasticité, en fait? On n'est pas... enfin, la créativité, on l'a tous, on est tous très créatifs. C'est juste... c'est juste un certain mode de pensée dans lequel il faut se mettre, une certaine condition. Et il a développé les compétences dures qui lui ont permis à la fin de comprendre ce qui fait une bonne ou une mauvaise vidéo, en audiovisuel, en storytelling. Concrètement, en fait, il a appris par ses 365 vidéos à créer du bon contenu. Et en plus de ça, rétrospectivement, derrière, il avait quelque chose de statistiquement représentatif de ce qui marchait en termes de contenu, ce qui marchait en termes de thématiques, ce qui marchait en termes de format, et ce qui, lui, le faisait kiffer. Et en fait, derrière, il avait plus qu'à faire l'inventaire de tout ça, et puis derrière, à baisser la fréquence, et à se mettre un objectif d'augmentation de la qualité. Et donc là, derrière, il a rebaissé la fréquence, et il s'est dit, ok, bon, maintenant, je publie moins, par contre, je publie mieux. Et je cherche plus à faire un peu tous les jours, maintenant, je cherche à faire un petit peu mieux chaque semaine. Et derrière, il y a une croissance très linéaire, mais assez impressionnante de sa chaîne, alors que c'est pas du tout son métier à la base. Et aujourd'hui, c'est une des chaînes françaises les plus suivies, concrètement. Il y a plusieurs millions d'abonnés et tout. Pierre Cross, même combat, tu vois. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé un petit peu à tâtons. J'avais cette barrière mentale sur LinkedIn de je me sentais pas capable de publier plus d'abord d'une fois, ensuite 2 fois par semaine. Et j'avais des super résultats à l'époque parce que tu sais, je faisais du lead magnet. Donc c'était post contre commentaire et tout. Donc j'avais cet objectif toutes les semaines de produire un contenu à très forte valeur ajoutée que j'allais distribuer sur LinkedIn avec un lead magnet. Et ça fonctionnait super bien et tout. Mais en fait, je m'étais vraiment mis dans ce paradigme-là de... dans ce mindset-là de... les gens veulent pas que je publie plus et moi je m'en sens pas capable. Petit à petit, je suis passé à 2 posts, à 3 posts, jusqu'au jour où en fait j'en ai eu marre et je me suis dit non, c'est bon là maintenant. Stratégie des petits paris dont je t'ai parlé tout à l'heure, celle de Fabien Olicard. J'y allais à toute berzingue, je publie une à 3 fois par jour. Petit à petit, je me suis moyennisé à 2 posts par jour. J'ai une augmentation mais ultra drastique de mes... Enfin, en gros, j'ai fait x2 sur mon taux d'impression, mais surtout, j'ai fait x2 sur mes apprentissages. C'est-à-dire qu'en fait, pendant cette année et demie de publication 2 fois par jour, en fait, j'ai généré une data phénoménale, en fait, ce qui m'a permis, moi, de progresser en tant que créateur, mais aussi derrière, de générer un corpus de contenus qui ont marché, qui ont pas marché, dans lequel je peux puiser, quoi. Et donc là, aujourd'hui, ce corpus, je peux en faire levier quand je veux, parce que, je sais ce qui a marché, je sais ce qui a pas marché. Et donc en gros, ça a été ça, ces différentes phases. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est bon, en fait, il y a pas de... Les limites, c'est moi qui me les impose, quoi. Si je veux publier souvent, je peux publier souvent. Par contre, il faut savoir à quel jeu je joue à l'instant T. Là, je jouais au jeu de l'apprentissage. Et franchement, ça va plutôt... je suis plutôt content des résultats, quoi. C'est le gros sujet, c'est... T'as tellement d'entrepreneurs qui vont te sortir... Parce que moi, je considère ça comme des excuses, tu vois. Ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'identifier ce qui est important pour ta boîte, et de t'y coller quoi qu'il en coûte. Donc un entrepreneur qui identifie que le contenu est important pour sa boîte mais qui se trouve des excuses, faillit à son rôle d'entrepreneur. Vraiment. Je suis peut-être un petit peu cash, mais je le pense foncièrement. Donc moi je considère que c'est un de mes rôles en tant que CEO aujourd'hui, parce que au sein de ma boîte, je suis le plus compétent pour ce faire. Je suis le plus compétent à la création de contenu aujourd'hui au sein de ma boîte. Donc, et en plus de ça, moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Donc, perso, j'ai absolument aucun intérêt à le déléguer, et j'ai aucun intérêt stratégiquement parlant à m'en défaire. Donc, je considère que ça fait partie de ma fiche de poste, et que je dois y consacrer le temps nécessaire, c'est tout. Et pas au détriment pas à la place d'eux, mais en tant que, tu vois. Et donc, en fait, juste, si je dois produire du contenu, je produis du contenu. Et après, pourquoi les entrepreneurs aussi sont réticents à l'idée de créer du contenu, à faire du branding, etc. Parce que tout le monde a cette synchro-sainte et un peu débile question du ROI. Moi, je pense pas en ROI, je pense en coût de l'inaction.
C'est-à-dire que quelque chose que je ne peux pas mesurer à l'instant T, auquel je peux pas accoler un ROI concret, parce que t'en as des choses auxquelles tu peux accorder un ROI concret, ok, j'ai dépensé tant, ça m'a rapporté tant, Facebook Ads par exemple, ou de là c'est très concret. Dans le cas du contenu, c'est plus compliqué. Donc en fait, l'idée c'est plus de réfléchir en coût d'inaction. Si j'arrête de le faire, qu'est-ce qui se passe? Moi, me concernant, j'arrête de le faire. En 3 mois, ma boîte se porte vraiment pas bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui une pierre angulaire de notre marketing. Donc, je continue de le faire. Si en plus de ça, ça me fait kiffer, et si en plus de ça, je suis plus compétent dans ma boîte pour le faire, je continue de le faire. Tu vois, et donc, en fait, moi, je considère que c'est des questions parasites. En tout cas, perso, que je me pose pas, tu vois. Et je trouve que d'une manière générale, ça fait partie des questions qui sont mal formulées par les employeurs. Je comprends carrément que tu la poses parce que justement, c'est bien qu'on l'adresse, cette question. Mais ça fait partie des questions qui, je trouve, rentrent dans ce grand corpus des questions mal formulées que ces employeurs se posent et qui leur coûtent beaucoup plus d'argent au final que ça leur en rapporte. En fait, alors moi, je pars d'input, tu vois. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de contenus à publier chaque semaine sur LinkedIn. J'ai X posts, on a X newsletters envoyés, on en a 2 par semaine. Moi, j'en écris une sur les 2. On a X contenus vidéo à sortir. Donc, je pars de ça. Et après, c'est à moi de m'organiser. Mais après, c'est propre à chacun. Je connais des entrepreneurs, il y a des gens qui vont publier, y a pas de recette magique. T'as des gens qui vont publier, qui vont se bloquer 2 jours par mois, où ils vont tout cracher d'un coup. Trop bien. Moi, je ne pas du tout comme ça. Moi, c'est beaucoup plus chaotique, en fait. Et genre, littéralement des périodes où je vais écrire 3 posts, 4 posts par jour, et d'autres où je vais en écrire beaucoup moins, quoi. Par contre, en fait, j'ai un système qui fait qu'aujourd'hui, par effet de republication, j'ai toute une stratégie en fait qui me permet de reconditionner du contenu que j'ai publié par le passé sur lesquels je peux capitaliser. Et donc, ça me permet, même pendant les périodes où j'ai un petit peu moins d'inspiration, où j'ai un peu moins envie aussi de publier du contenu original, tu vois, ça me permet de continuer d'apporter de la valeur aux gens. Et justement en réutilisant du contenu qui a fait ses preuves par le passé. Ou alors en retestant de publier du contenu en lequel je croyais, qui pour moi apporte de la valeur, mais que j'ai peut-être pas bien vendu la première fois. Et c'est pour ça que tu vois, plus tu publies, plus c'est facile de publier aussi, parce que tu capitalises sur ce que tu as publié auparavant, quoi. Avant, ça pouvait me prendre 3 quarts d'écrire un post. Aujourd'hui, en moyenne, ça doit me prendre 10 minutes, tu vois, d'écrire un post. Et donc c'est un sport. Tu vois, si tu vois ça, à partir du moment où tu vois ça comme un sport, tu comprends que c'est une compétence avant tout et que plus tu vas la pratiquer cette compétence, plus tu seras compétent, donc plus tu le feras efficacement, quoi. En fait, j'observais aussi à quoi les gens réagissaient, c'est-à-dire que j'étais dans l'observation un peu constante de ok, ce post a marché, pourquoi. J'analysais mes posts, j'analysais aussi les posts d'autres créateurs. Je parle de posts, mais c'est exactement la même chose là. Ce que je partage, c'est exactement la même chose pour n'importe quel réseau, quoi. Donc j'étais dans une analyse rétrospective de ce qui se passait. Et donc ça me permettait de voir un peu ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Par contre, le danger de ça, c'est de tomber dans la templatisation de tout. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a très très peu de templates sur LinkedIn, par exemple, qui marchent. Et que les gens s'en lassent très très vite, quoi. Par contre, t'as des façons de faire qui te permettent d'écrire par exemple une bonne accroche, qui te permettent d'écrire des posts vraiment engageants et captivants. Et donc ça, en fait, c'est un apprentissage. Mais tu peux cet apprentissage le déceler que avec une somme, avec un effort, avec un effort considérable, parce que forcément tout ça c'est des choses que tu vas déduire au fil de l'eau au fur et à mesure. Mais donc plus t'auras de retour d'expérience, mieux ce sera. Donc c'est pas en 10 posts que tu vas apprendre des choses vraiment substantielles sur ta création de contenu. Donne-toi 100 posts, quoi. Réfléchis sur ce que tu as fait plus que sur ce que tu comptes faire. Ne surintellectualise pas les posts que tu n'as pas publiés. Analyse ce que tu as déjà publié. Franchement, là, tu vas gagner un temps fou. Regarde ce qu'ont fait les autres. Inspire-t'en. Essaie de comprendre ce qui a fait que tel post ou tel post a marché. C'est très souvent, c'est toujours les mêmes règles, c'est toujours les mêmes constantes qui font qu'un post marche ou pas. Intéresse-toi à la psychologie humaine. Et tu verras, après, c'est des premiers principes que tu vas exécuter, quoi. Si tu sais comment le cerveau fonctionne, si tu comprends que le cerveau va être beaucoup plus émotionnel qu'intellectuel, que logique,
t'as que quelques émotions qui vont vraiment te permettre de capter et de maintenir l'attention, bah derrière tu peux faire levier de ça et pour apporter de la valeur, quoi. Donc ouais, prends le temps d'étudier et prends le temps aussi de pratiquer et accepte de te planter surtout. Franchement, accepte de bider, ça fait partie du process, quoi. T'as très vite fait de te poser vraiment la question, ouais, de quoi tu parles concrètement. Tu vois, t'as deux extrêmes. Entre d'un côté le créateur qui va vraiment aller au gré de ses inspirations, qui va parler de tout et de rien, et en fait c'est littéralement son journal intime, quoi. Et sous peu que tu sois curieux de tout, bah en fait tu te retrouves avec une éditoriale qui va un peu dans tous les sens. Et après tu t'as l'autre extrême du créateur qui ne veut parler que de son business, qui va parler que de ça, et qui est en mode ego trip x 1000, quoi. Je dis pas que dans les deux cas, t'as des créateurs pour qui ça marche, hein. Donc là, ce que je dis, c'est y a absolument rien d'absolu ni de catégorique. Mais en général, c'est plus compliqué. Pour moi, t'as différents entre-deux, tu vois, vers lesquels tu peux aller, qui vont plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Mais moi, en fait, ce que je fais, justement, c'est que je vais me situer un petit peu dans la nuance et je vais me dire, ok, moi, je parle à des avatars. C'est-à-dire que j'ai 3 grandes personnes à qui je parle. Ça a un petit peu évolué ces derniers temps, je vais t'expliquer comment, mais au global, je parle à 3 personnes. Je parle à mon moi du futur, c'est-à-dire je parle au moi qui a une vision de fou. Et on va parler lui et moi de cette vision et de ce que je suis en train de faire à l'instant T. C'est-à-dire, je vais lui parler de l'avenir du travail que j'ai envie de contribuer à construire. Donc en gros, les grandes causes, les grands combats que je mène. Tu vois. Je vais parler à mon moi du passé, c'est-à-dire je vais lui transmettre mes apprentissages. Ce que j'aurais aimé qu'il sache, ce que j'aurais aimé savoir il y a 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, sur le plan pro comme sur le plan perso. Et après, je vais parler à mon client idéal. Et mon client idéal, je vais lui apporter de la valeur. Je vais lui apporter des outils. Je vais lui parler de ce que je fais aussi d'un point de vue business. Je vais lui parler de ma boîte pour l'éduquer, le rassurer, l'aider à résoudre son problème. Tu vois, je vais lui donner les secrets pour derrière pouvoir tous les secrets sans aucune retenue d'information pour ensuite pouvoir lui vendre l'implémentation du truc avec Skeesia, quoi. D'ailleurs, ça c'est un truc, hein, à partir du moment où tu acceptes que ton savoir, c'est pas ton savoir qui que c'est complètement con de vouloir garder ses secrets, son savoir comme un secret bien gardé, tu vois, et où t'acceptes le fait de tout donner gratos, là t'auras plus aucun problème. Sous peu que tu saches de quoi tu parles et que t'aies un corpus de connaissances intéressant. Mais là, là derrière, t'as plus aucune limite en termes de contenu, quoi. Donc vraiment, aucune retenue d'information de mon côté. Et donc ouais, j'ai vraiment ces 3 avatars en tête. Et là aujourd'hui, j'ai réduit un petit peu la fréquence ces derniers mois. Je suis repassé à 1 post par jour. Et là par contre, j'ai simplifié un petit peu le truc. Et parce que la méta aussi sur LinkedIn notamment a changé. Et là mon objectif c'est ce que j'appelle des value bombs. Donc c'est des bombes de valeur. Et l'objectif c'est tous les jours, quasiment, d'apporter un maximum de valeur autour de ce que je fais et autour des sujets qui m'intéressent. Donc l'objectif c'est, tu vois, un exemple de contenu que je vais publier, ça va être une sélection d'outils à ultra forte valeur ajoutée. Ça va être un retour d'expérience sur une méthodologie que j'ai utilisée qui m'a permis d'atteindre tel objectif. Ça va être en ce moment, voilà, j'ai un format qui fonctionne super bien, c'est je partage un prompt ChatGPT pour lui faire des trucs assez fous, tu vois. Tous les jours, je vais me dire, ok, comment est-ce que je peux vraiment faire en sorte de publier le post à plus forte valeur ajoutée que les gens ont vu aujourd'hui. Et mon objectif, c'est qu'ils l'enregistrent, qu'ils s'enregistrent dessus, qu'ils l'enregistrent et qu'ils aient hâte de voir celui du lendemain, tu vois. Et par contre, 1 fois, 2 fois dans la semaine, je vais publier sur des thématiques un petit peu plus sociétales qui me tiennent à cœur. Je vais parler à mon moi du futur, justement. Je vais parler du future of work. Je vais parler de la culture Skeesia, etc. Je vais être un peu moins dans la valeur et là plus un petit peu plus dans les idées, en fait. Donc voilà comment ça évolue, mais tu vois, c'est une simplification de ce triptyque avatar dont je te parlais avant, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, honnêtement. Et une fois que t'as ces premiers principes, d'ailleurs, tu peux parler de ce que tu veux. Si demain l'IA ne m'intéresse plus et qu'il y a un autre sujet qui m'intéresse, je changerai. Je suis pas le mec de l'IA, tu vois. Je suis Benoît qui s'intéresse à ce à quoi il s'intéresse et j'en parle. Ça se fait par la force des choses.
honnêtement. En fait, dès que je suis passé en mode contenu audiovisuel, j'ai pris quelqu'un qui s'est occupé du montage à l'époque, donc un monteur, qui a aussi été cadreur chez FOPS pendant un moment. Là aujourd'hui on tourne plus ensemble, mais par contre il s'occupe toujours du montage depuis le début. Donc l'équipe à la base était celle-ci. Par contre j'ai mis beaucoup plus de temps à déléguer la partie écrite. Déjà parce que j'avais pas envie, et en plus parce que je voyais pas comment faire. Parce que c'est quelque chose qui me venait tellement intuitivement que ça c'est le grand malheur des gens qui ont tellement pensé à un sujet que derrière ils ne savent plus, ils ont tellement intuitivé le truc que derrière ils savent plus le formaliser, le théoriser pour l'enseigner quoi. Et donc j'ai vraiment mis du temps. Et petit à petit en fait, on a été rejoint par Romain qui a un poste très très hybride dans la boîte. Vraiment c'est un ops mais généraliste quoi, et qui travaille en majorité sur la partie média aujourd'hui. Et que j'ai pu faire monter en compétence sur certains points de la rédaction, qui s'occupe par exemple aujourd'hui d'une des newsletters. On a 2 newsletters sur 2 formats différents, tu vois. Et donc lui s'occupe d'un des 2 formats, celui du mardi, de A à Z. Donc là c'est complètement délégué, parce que je l'ai formé, parce qu'on a beaucoup bossé là-dessus. Et moi c'était très important pour moi qu'il maintienne ce niveau de qualité. Et c'est un gain de temps de fou, parce que justement... dès que je comprends quelque chose, j'arrive à théoriser un truc que je fais et que j'arrive à le formaliser, et ben je peux directement lui enseigner. Et vu qu'il apprend très vite, derrière ça déroule fort. Il s'occupe aussi de toute la partie audiovisuelle, tu vois, donc toute la partie vidéo, etc. Et après on a Julien au SEO, qui lui s'occupe de toute la partie, trafic en fait, il est traffic manager, donc il s'occupe de toute la partie SEO et toute la partie paid, donc ads, en 50-50, en gros, on module selon les périodes. Et donc lui, en fait, ce qu'il fait, c'est on co-éditorialise le SEO, donc le blog, et la missive, donc la newsletter. On fait des chassés croisés, où soit dans un sens, il va reconditionner les cours que j'écris pour la missive, et il va en faire des articles SEO, soit inversement, en fait, lui, il va faire sa veille de mots-clés, il va structurer un article tel qu'il aimerait que je le rédige, et je m'en sers pour rédiger le cours qui ensuite part directement au SEO, quoi. Donc en fait, on fait des petits chassés croisés comme ça, mais au global, aujourd'hui, on est structuré de cette manière, et moi, ça me permet vraiment de me concentrer sur la partie de la stratégie média, pour identifier un petit peu les grandes tendances et tout, et me concentrer exclusivement sur la partie création du contenu, et plus sur toute la partie ops, en fait, qui moi me coûtait vraiment beaucoup de temps et d'énergie, et qu'en fait j'en pouvais plus de faire, quoi, tu vois. Voilà. Et donc je peux vraiment me concentrer sur ce qui apporte le plus de valeur à la boîte. Te prends pas la tête à stratégiser, à éditorialiser. Non, faut que ton premier post soit sorti le plus vite possible, et ton deuxième aussi, et ton 20e. Donc la question c'est comment est-ce que tu peux faire en sorte que tes 20, 30, 40, 50 premiers posts soient publiés, ou contenus. Vraiment, parce que c'est ça qui va débloquer tout le reste. C'est tout. Et peu importe les performances. Donc vraiment, mets-toi dans un objectif d'input. Après, je peux te donner quelques méthodes pour avoir des idées. Très simple. Tu appelles tes clients. Donc tes meilleurs clients, vraiment ceux avec qui tu préfères bosser. Et tu leur dis, ok, voilà, je vais passer 1 heure avec vous. Et pendant cette heure-là, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Et en mode apport de valeur. T'enregistres l'appel et puis après tu notes toutes les questions qui t'ont posées. Tu les tries dans une Google Sheet par ordre de récurrence. T'appelles tes 10 clients, tu vois. Et si t'as pas tes 10 clients, tu le fais avec tes prospects ou tes clients passés. Et puis après tu tries. Et puis tu t'écris un contenu pour répondre à chacune des questions. Tu prends une feuille. Ok. Ça marche super bien. Vraiment, j'ai pas vu une seule personne pour qui ça va pas marcher. Tu te mets un timer de 5 minutes. Et pendant 5 minutes, t'écris toutes les idées qui te viennent. Avec le timer à côté que tu vois, tu vois. La personne qui a eu le moins d'idées en 5 minutes, elle en a eu 7. Mais c'était 7 quand même. Et après, t'en as pour qui c'est monté à au-delà de 20, tu vois. Donc c'est, voire même plus, j'ai plus le chiffre exact. Tu listes les 20 conseils que t'as envie de donner à ton client idéal. Donc tu prends une feuille ou un bloc-notes, tu notes les 20 conseils que t'as envie de lui donner pour résoudre X problème. Idem, tu fais la même chose avec ton toi du passé. Les 20 conseils que t'as envie de te donner, que t'aurais aimé savoir il y a X années
X mois ou quoi. Et après, les 20 promesses ou les 20 engagements, peut-être pas 20, là c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais en tout cas les X promesses, engagements que tu as envie de donner à ton toi du futur. Là, je viens de te donner 3 trucs qui vont te permettre, 4 méthodes qui vont te permettre d'avoir déjà plusieurs dizaines, voire centaines d'idées. Et ensuite, commence à écrire. C'est tout. Commence à écrire. Et petit à petit, tu verras ce qui cloche. Tu le verras assez rapidement. Mais vraiment, te prends pas la tête. Et pour écrire, choisis l'idée qui te plaît, fait kiffer à l'instant T. Vraiment, qui t'inspire à l'instant T. Tu te donnes 15 minutes pour écrire ton premier jet. Tu laisses passer 24 heures. T'y penses pas. 24 à 48 heures après, tu reviens dessus. Même temps, 15 minutes où tu réécris le post. Il faut qu'à la fin de ces 15 minutes, ton post il soit prêt à être publié. Et tu te prends pas la tête. À la fin des 15 minutes, bim, ça part à la publication. Et tu fais ça pour tes 50 premiers posts. Et après, tu vois où t'en es. Mais je connais pas une personne qui a pas publié pendant 1 an, 2 ans d'affilée, qui l'a regretté par la suite, qui a pas eu de résultat. Je ne connais pas une personne. Donc ouais, juste vas-y à fond et autorise-toi quoi. En ce moment, l'objectif c'est sur le média, un média dans le média qu'on appelle UGC en fait, donc User Generated Content, parce que nous on a 2 communautés. On a notre communauté de clients, on a notre communauté, notre collectif d'experts avec métiers avec lesquels on travaille. Donc en fait on est en train de créer un média dans le média pour mettre en scène, pour documenter le travail qu'on fait avec nos clients, parce qu'on génère des résultats trop cool et on a plein de trucs à apprendre et plein de trucs à transmettre. Et en même temps, mettre en scène, mettre en valeur les compétences dures, les compétences du collectif avec lequel on travaille. Donc en fait, on est en train de créer un média dans le média. Et là, c'est un des gros projets de fin 2023 et 2024. Donc ça a frappé très fort et on va pouvoir se nourrir justement de tous nos apprentissages de ce média-là actuel, quoi. C'est dans le pipe. Belle date. J'aimerais bien.